parlions donc de la Guinée-Bissau, le recensement électoral prolongé de 15 jours. Sylvestre Béni, vous aviez la parole. Oui, en réalité, je disais que lorsque vous allez à un processus, il faudrait quand même que tout le monde soit d'accord sur le processus. Il est vrai, ils ont une feuille de route décidée par la CEDEAO, et puis il y a un chronogramme, et tout, mais vous ne devez pas aller à une élection en faisant donc des frustrations ou des frustrés. Parce que cela aura forcément des répercussions sur le processus. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que 70 personnes, mais s'il y a encore des gens qui sont désireux de s'enrôler, il faudrait quand même qu'on donne la chance à tout le monde d'être sur la liste, quitte à la personne peut-être le jour J, de rester chez lui à la maison. Il a aussi ce droit-là. Mais tous ceux qui désirent se faire enrôler, avoir donc leur carte et aller voter, il faudrait quand même qu'on leur donne cette chance-là. Donc, ne pas tenir du fait que non, nous avons une feuille de route, nous avons un chronogramme, et puis tous ceux qui ne se sont pas enrôlés dans les délais, alors basta, on y va. Je vous dis, au sorti donc des résultats, il y aura des contestations. Et ces contestations, on connaît ce pays. Il y a toujours en réalité des morts, des assassinats politiques, des crimes politiques et autres. Donc, ils vont encore retourner à la case départ. Donc, pour cette fois-ci, nous avons la chance donc d'avoir un processus qui serait plus ou moins clair, on l'espère. Donc, il faudrait que tout le monde participe. Bon, voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ce pays-là est dans un schéma, est sur un chemin, et on doit quand même les accompagner à finir ce processus-là pour que ce pays quand même puisse connaître des lendemains beaucoup plus meilleurs. Dominique, est-ce que cette prorogation du recensement a pu être décidée sans en aviser la CEDEAO? Bon, là, je ne peux pas, on n'a pas les éléments d'information là-dessus. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas si c'est si on se met dans la logique que tout se fait selon une feuille de route de la CEDEAO, la Guinée-Bissau ne peut pas... Normalement, puisque on ne peut rien modifier de la feuille de route. Peut-être qu'ils ont informé la commission de la CEDEAO qui suit de près le dossier, et peut-être en entente avec la commission, ils ont vu la nécessité de prolonger de 15 jours. C'est comme ici. Il a le facilité à trouver important de prolonger de 3 jours. Et bon, donc vous voyez, donc je crois que comme c'est la CEDEAO qui est en action dans ce pays, d'abord, la CEDEAO a une force militaire armée là-bas, parce qu'entre-temps, l'armée bissau-guinéenne même est un problème, est un cas, et elle fait partie de la crise. Comme donc aujourd'hui, c'est toi qui le dis. Non, juste un donc, tu as vu la CEDEAO déployer son armée ici? Si l'armée bissau-guinéenne est un cas, l'armée togolaise est un cas également. un gros cas. C'est toi qui le vois ainsi. Sinon, on a une armée régulière républicaine au Togo. Donc, c'est dire que quelque part, la CEDEAO suit de près l'évolution de la situation et doit tout faire pour vraiment aboutir à une solution qui ne peut être qu'une solution venant des urnes. Oui. Pour rebondir tout à l'heure à la question que vous avez posée, est-ce que cette prorogation pourrait être faite sans la CEDEAO? Vous savez, lorsque on considère dans un pays la feuille de route comme étant, disons, je ne sais pas, disons, la Bible qu'il faille, c'est pas ça. Une parole d'évangile. Oui, c'est pas ça. Je pense que c'est une référence. Mais lorsque la population ou les protagonistes en crise venaient à décider ou à s'asseoir autour d'une même table, par exemple, ce n'est pas le cas au Togo, on fait comme si on ne se parle pas entre nous. Et que puisque la CEDEAO même a dit, la résolution de votre crise émanera quand même de vous. Mais si les deux protagonistes s'asseyent et trouvent opportun de pouvoir proroger cette date-là, il n'y a pas de raison que la CEDEAO puisse s'opposer. Ce n'est pas possible parce que c'est vous-même qui avez décidé. Donc c'est ça un peu ce que nous disions, qu'on ne peut pas évoquer le cas de la Guinée-Bissau sans évoquer le cas du Togo, parce que pratiquement nous sommes dans un même schéma, mais ici c'est parce que les gens font comme s'ils ne se parlent pas. Mais peut-être après ce qu'ils nous montrent au niveau des ondes, peut-être ils se rencontrent ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une référence. Mais au-delà de tout, il appartient à ce peuple-là de pouvoir décider de ce qui lui convient. Mais si les protagonistes s'entendent sur des lignes, des directives à suivre, je ne vois pas en quoi la CEDEAO peut se poser. D'ailleurs, ce serait même une fierté parce que entre les protagonistes arrivent quand même à se parler, à trouver des lignes directives qui puissent permettre de sortir de la crise. Peut-être la différence, c'est que les protagonistes sont donc d'une même maison. Et ici aussi, on voit on tente de résoudre le cas bissau-guinéen par des élections, alors qu'on dit que les élections ne résolvent pas des crises. Oui, ça c'est normal. C'est normal. Vous savez, moi j'ai souvent fustigé ceux qui pensent qu'en Afrique,
lorsque vous avez quand même des problèmes politiques, on vous dit non, allez aux élections, allez aux urnes. Non, je crois que les urnes en Afrique ne sont pas la panacée pour régler la crise. Vous verrez, le Togo a tellement... Non, vous voyez, on ne peut pas... Je l'ai dit, on ne peut pas parler de Bissau-Guinée sans évoquer le cas Togo. Nous avons tellement eu d'élections dans ce pays que finalement, ces élections devaient même des sources donc, de conflits. Des sources encore de problèmes. Regardez, depuis 1993 que le Togo a commencé des élections dans ce pays, il n'y a jamais eu quand même de bonnes élections. Et puis à chaque fois, il y a toujours donc c'est des problèmes, et nous en sommes là encore aujourd'hui. Donc, demander du moins à résoudre les problèmes africains par les urnes, je dis, c'est aller trop vite à la besogne. Et puis vous verrez que ça va encore revenir. Mais c'est pour cette fois-ci. Quand même, demandons donc, du moins aux dieux donc, de Bissau-Guinéens de pouvoir inspirer ces acteurs politiques là pour que tout se passe dans les normes. Vous savez, quand tout se déroule comme s'il déroulait, quand tout marche et que les élections sont crédibles, transparentes, vous verrez qu'il n'y aura pas de contestation. Et puis ce pays va renouer avec du moins le système démocratique. Donc c'est ce que nous souhaitons pour ce pays-là et pas ricochet ce que nous voulons pour notre nation togolaise. Oui, je voudrais bondir pour dire à mon confrère que lorsqu'il dit que les élections ne sont pas forcément la solution à des crises, je tombe de nid parce que c'est quoi une élection? C'est aller vers le peuple. Alors, tu trouves que le peuple n'a pas son mot à dire dans une crise? Mais c'est ça, en fait, la quintessence de la chose qu'il ne faut pas occulter comme ça. Aller vers le peuple, c'est par exemple aujourd'hui. Non, vous savez, il y a un pas de la réalité. Oui, il va terminer tout à l'heure. Laisse-moi terminer. Béni, laisse-moi terminer, tu peux rebondir. Vous savez, par exemple, prenons le cas togolais. On entend l'opposition dire non, bon, on peut organiser les élections après, en 2019, en 2020. C'est très intéressant. À supposer qu'en 2020, le chef de l'État finit son mandat et dit bon, comme vous dites qu'il y a contestation, donc mettons 3 ans pour organiser des élections propres. Vont-ils applaudir? Mais c'est ça aussi. Il ne va pas quand même décider. Mais non, c'est le mandat. C'est le peuple qui donne mandat. On entend l'opposition. Nous ne sommes pas dans une... À qui veut l'entendre? Non, pourquoi on est pressé? Derrière cette opposition a demandé au cours de cette crise de mettre en place un gouvernement de transition et organiser les élections législatives après les élections présidentielles. On a entendu tout ça là. Oui. Mais, oui, d'accord. Maintenant, en 2020, le président de la République dit bon, prenons le temps pour organiser les élections 3 ans ou 4 ans après. Là, vous allez applaudir. Donc c'est en cela que... Attention. La loi fondamentale, l'article 59, nouveau comme ancien, l'article 59, dit que le nouveau président prend fonction après... C'est-à-dire le président reste en fonction jusqu'à l'élu prenne fonction. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est la même chose, c'est le même article que les députés de l'opposition utilisent au niveau de l'article 52, qui décide également que les nouveaux députés élus dans les anciens resteront en fonction jusqu'à la prise de fonction. C'est l'article 52, oui, le dernier alinéa. Donc c'est pour dire que si c'est la même chose, c'est le même canevas. Non, ce que tu ne comprends pas. Non, ce qui aujourd'hui... Non, ce que tu ne sens pas comprendre, tu sais. Mais bon, on peut organiser les législatives en 2020. Alors ne soyez pas surpris. Non, Dominique, tu ne comprends pas la réalité. Je vais t'aider. Tu ne comprends pas. Je vais t'aider. Tu ne comprends pas. Vous savez, lorsque vous donnez la chance au peuple d'aller aux urnes, il faudrait quand même que le vote de ce peuple-là soit préservé. Il faudrait la vérité des urnes. Ce que nous n'avons jamais eu au Togo. Parce que depuis 1993, tel que je viens de le dire, les élections au Togo ont été toujours contestées. Sauf en 94. Non, écoutez, l'opposition a fraudé pour gagner les élections. Je dis que les élections ont été toujours contestées. Je dis, au Togo, il n'y a jamais eu de bonnes élections. Ça veut dire qu'alors qu'en 94, l'opposition a gagné les élections. Non, mais le régime le régime FPT qui a fraudé les élections pour gagner. C'est toi qui l'as dit. Je dis le régime FPT même qui a eu. Non, je parle de la Guinée. Justement, moi, je vais faire le rapprochement parce que Dominique se fourvoie. Donc, je vais quand même revenir quand même au sujet. Juste dire que même en 94, législative, même si le RPT a pu avoir 35, justement, parce qu'à l'époque, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ont justement essayé donc de tirer en considération. Donc, revenons donc à la Guinée. Revenons donc à la Guinée. Je dis donc que il faut saluer quand même ces acteurs politiques bissau-guinéens
et ils ont quand même eu cette maturité politique-là d'écouter le peuple, ce que ne font jamais donc certains au niveau donc de la sous-région. Ils écoutent les associations. Et là, je crois que je vais même en finir par là. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse quand même bénir donc et cette classe politique bissau-guinéenne. Mais au Togo, il n'y a pas question, quoi. Oui, en réalité, pour revenir donc à la question, là où vous avez demandé si les élections ne permettront pas de régler les problèmes africains, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons, bon, vous savez, on ne peut jamais s'en passer en parlant du Togo. Parce que, vous savez, lorsque on considère pendant une feuille de route qui est donc éditée à chacune des parties de pouvoir respecter d'aller aux élections, c'est comme le cas togolais. Lorsque nous faisons tout dans la précipitation, en disant voilà cette date-là, il faut courir pour l'atteindre. En oubliant qu'il y a des préalables ou du moins des problèmes soulevés. J'ai cru lire, c'est vrai qu'on ne parle pas du Togo, mais j'ai cru lire dans le dernier communiqué de la CEDEAO sans préjudice à la date. Non. Je ne sais pas, c'est peut-être les chefs d'État qui font courir. Je suis d'accord, C'est pourquoi je dis aujourd'hui, chacune des parties ne prend pas véritablement en compte. C'est-à-dire après les élections. Parce que si aujourd'hui on fait tout à la va-vite, que voilà, c'est tout comme si la CEDEAO dit, bon, si la date du 20 juin, du 20 décembre ne tenait pas, voilà, le Togo n'existe pas. Non, ce problème est réglé parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de fétichisme de date. C'est qui l'a dit? C'est le sommet des chefs d'État? C'est un ministre qui l'a dit? C'est un ministre? C'est la conférence des chefs d'État qui a fixé la date? Il ne faut pas faire amalgame. Il fait partie de la facilitation. J'ai la parole. Il fait partie de la facilitation. Il peut décider de la fête. Sans faire entorse donc au cheminement indiqué, il faudrait quand même le faisant qu'il y a des soulèvements ou du moins des griefs soulevés pour qu'on puisse quand même tenir compte de ces griefs-là en voulant, bon, si éventuellement ces griefs peuvent entacher la date du 20 Est-ce que dans le cas bissau-guinéen, les choses ne sont pas plus faciles parce que c'est la même chose. C'est dans un même parti. Non, je suis d'accord, mais c'est plus profond que ce que nous pensons. C'est plus profond. C'est vrai que c'est un. Et ils envisagent même le report déjà des élections. Ici, on peut considérer. C'est ça la maturité politique dont nous parlons. Est-ce que je peux parler? C'est ça la Guinée-Bissau. Oui, c'est la Guinée-Bissau. Vous savez, nous parlons de quoi en fait? La Guinée-Bissau, la crise est en interne. Le parti a gagné les élections. Le président a nommé un premier ministre. Et entre-temps, il y a eu clash entre les deux. Il a démis le premier ministre. Le premier ministre a refusé de partir. Voilà l'essence même de cette crise qui perdure jusqu'à ce jour. Et sans oublier qu'avant même que cette crise naisse, il y a eu des assassinats. On a tué des gens, il y a eu des affrontements armés. C'est l'histoire. Mais je ne fais pas l'histoire. Mais c'est récent. Donc, c'est le chemin. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on dit que au Togo, on se presse pour aller aux élections. Je ne sais pas, on se presse par rapport à quoi. Voilà une CENI qui est en train de faire des tâches pour qu'on aille à ces élections. Tu parles de la Guinée ou du Togo? Voilà des individus. Finalement, c'est pourquoi je dis que à chaque fois il sort, il faudrait quand même qu'on le ramène à chaque fois dans des histoires, des revendications. Et c'est ça qui voulait que toi, tu voulais que le peuple togolais attende. On parle de la Guinée. Il va réclamer des revendications. Mais tu ne comprends rien. Mais s'il y a des situations majeures. S'il vous plaît, on revient à la RDC, notre second sujet. Là-bas également, il y a des élections. Une campagne électorale à haut risque a commencé le mercredi en RDC sans qu'on sache si les élections prévues le 23 décembre prochain vont soulager ou aggraver la crise qui paralyse le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Le début de la campagne a été entaché par l'annonce de violences en provenance de la région instable du Kasaï dans le centre, avec la mort samedi de militants faisant campagne pour un candidat du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. 3 hommes ont été décapités selon le fils d'une des victimes et un candidat du Parti du Peuple pour la démocratie et le progrès social, PPRD, Richard Ilunga Ntumba. Alors voilà, Dominique, une campagne qui commence sur fond de violence déjà, et on a la destination du 23 décembre. Là-bas, c'est pas le 20, c'est le 23 décembre. Je crois que si la C14 existait au Congo, il allait de repousser ces élections 2 ou 3 ans après. Mais là-bas, curieusement, l'opposition
veut aller aux élections, malgré cette cacophonie, malgré cette difficulté, malgré tout ce qui entoure, parce que vous vous rappelez, actuellement, il y a beaucoup de problèmes qui entourent la CENI. D'ailleurs, la CENI n'est même pas paritaire. Et ensuite, la CENI, l'opposition refuse les machines à voter parce qu'on ne maîtrise pas véritablement ce que ces machines peuvent donner comme résultat. Ensuite, on a enrôlé 6 millions d'électeurs sans empreinte. Et tout ça là, l'opposition est déterminée, tout en réclamant tout ça, ils sont en ordre de bataille pour aller s'assurer. C'est ce qui est fondamental. Maintenant, c'est qu'entre-temps, on voit aussi de ces histoires de crimes et d'assassinats, c'est ça qui est vraiment dommage, que le gouvernement devait faire un effort pour prendre vraiment des mesures sécuritaires, pour assurer vraiment à tous les candidats la possibilité d'aller venir là où ils veulent, faire leur campagne. Le président, le candidat de la coalition de l'opposition, Martin Fayulu, qui est arrivé hier, à coup de gaz lacrymogène, qu'il a été accueilli, par exemple. Bon, voilà des tristes réalités. Ici, il n'y a rien de tout ça là, mais chaque fois on se réveille, on dit nous voulons ceci, nous voulons ceci. On leur donne, et finalement, ils sont là, ils disent qu'ils ne vont pas aux élections. Voilà des cas palpables où l'opposition devait dire non, si c'est dans cette condition, nous n'irons pas. Mais elle a foi au peuple congolais. Elle sait qu'elle peut battre, même dans ces conditions, le candidat du parti au pouvoir. Voilà, c'est ça. Ici, ils ont le boulevard, ils ont le pain béni, mais ils disent non, qu'ils ne vont pas aux élections. On va rester à l'RDC. Donc, ils auront 5 ans à chômer à la maison. Les RD congolais ont débuté leur campagne qui va durer 1 mois. Les élections sont prévues le 23 décembre. Et là-bas, il n'y a pas de voix pour dire, bon, c'est précipité, ceci et cela. Il y a des revendications précises, mais tout le monde est dans la dynamique électorale. Non, je crois que tout à l'heure, je disais que en fait, les élections en Afrique ne sont pas la panacée. Et je crois que si mon confrère Dominique prenait quand même le temps de m'écouter religieusement, il vient quand même de donner l'eau à mon moulin. Lorsqu'il dit qu'il y a tellement de cacophonie, il y a des gens enrôlés sans emploi. Donc tout cela démontre aujourd'hui qu'en Afrique, et je le dis et je le répète, que les élections ne sont pas la panacée pour régler les problèmes politiques. C'est vrai, ça peut être une piste de solution, mais n'est pas la solution. Maintenant, lorsque vous voyez tout ce qui se passe là, prends un peu d'eau parce que tu es trop agité. Donc, lorsque nous prenons quand même la RDC, vous verrez que c'est un pays qui est quand même imbibé donc de la dictature, et nous avons vu tout ce qui s'est passé avant qu'on ne puisse quand même aller bientôt aux urnes. Vous avez, c'est un président qui envoie les gens, qui tue même les religieux. Vous avez vu dans ce pays, il y a quand même des catholiques, des chrétiens catholiques qui ont marché. Même au sein même donc des confessions religieuses, c'est des militaires ou les éléments donc de ce président-là vont même jusqu'à même tirer des gaz au sein donc des églises et autres. Donc ça veut dire que c'est un pays entièrement à part. C'est un pays qui bon, il est vrai, c'est un pays qui est très vaste, mais on doit quand même prendre soin de conduire ce processus jusqu'à terme. C'est vrai, la campagne a déjà commencé avec des crimes, c'est inné, ça devient peut-être la routine dans ce pays-là, mais il faudrait véritablement qu'on puisse quand même en finir. Et je crois que le jour où on arrivera à l'opposition congolaise de la RDC, justement arrivera donc à extirper ce virus-là, qui est donc le camp présidentiel. Vous verrez que ce pays-là va renaître. Parce que eux aussi, le problème là, c'est que à un moment donné, ils ne sont pas quand même arrivés à avoir donc une candidature unique. Ils ont commencé, compte tenu des intérêts politiques des uns et des autres, il y a certains qui sont sortis donc de l'accord. Mais je crois que ils arriveront quand même, quand même donc à gagner ces élections dans l'opposition. Maintenant, et ce que la communauté internationale doit faire, parce que ce pays a tellement financièrement coûté des millions donc à la communauté internationale, il faudrait que cette fois-ci... Le pays offre également des millions. Non, oui, bon, là on peut le dire, parce qu'il m'a riche avec... C'est l'objet de toutes les convoitises. Oui, mais sur le plan politique, il faudrait véritablement qu'on puisse suivre ce camp présidentiel-là de près, parce que les gens peuvent frauder à tout moment, parce que ça a commencé avec le recensement. Ces gens-là peuvent frauder à tout moment, donc il faudrait quand même qu'on le suive de près
pour qu'on puisse sortir de l'ordinaire. Alors, tous les pronostiqueurs avaient dit que le 23 décembre, c'était une mauvaise date, il n'y aurait pas d'élection. Mais là, le Congo semble démontrer le contraire. Malgré le gigantisme du pays, on veut aller à des élections le 23 décembre. Tout à fait. Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans ce pays-là. C'est vrai que la date de 23, nous savons tous que... Une date fétiche. Pas fétiche, mais lorsqu'on organise les élections, disons, dans l'environnement où les gens se préparent à la fête et connaissant la population congolaise, c'est une population en majorité chrétienne. Mais bon, sans faute note qu'il faut dire, comme je le disais tantôt... Ils sont plus animistes que toi. Non, bon, sans faute note, comme je le disais, c'est vrai qu'on aurait bien voulu, c'était le souhait de changer de paradigme. C'est vrai que ce sont des pays qui connaissent une longue, disons, culture de violence, aussi bien à l'approche des élections qu'après les élections. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est vrai que nous avions en face une opposition qui ne rechigne pas sur la date émise. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes en face d'une élection plus ou moins ouverte. Même si le président donne son option à un candidat donné, c'est une élection plus ou moins ouverte qui donne une élection fermée ailleurs. Tout à fait, parce que le président, du moins sortant, qui a une maturité politique que certains n'ont forcément pas. Il y a tous ces aspects-là. Il y a tous ces aspects-là qui donnent un peu. Oui, tout à fait, qui donnent un peu des chances, du moins ça, pouvoir, si éventuellement on arrivait donc à avoir cette coalition-là qui a été mornée. Tout à fait. Mais au-delà de tout, il faut dire que aujourd'hui, si l'opposition de ce côté-là est déterminée à aller aux élections, c'est vrai que au-delà de tout, c'est une leçon à tirer, certes. Mais au-delà de tout, prions aussi que nous ne connaissons pas ce que nous avions connu par le passé concernant ce pays-là en matière d'élections. Dominique, est-ce que l'opposition donne sa tête à couper ici? Non, l'opposition, moi je crois qu'elle a foi au peuple congolais. Malgré les conditions, malgré les difficultés. Vous l'avez dit, malgré 6 millions d'inscrits, 500 points, malgré qu'on ne maîtrise pas la machine à voter. Ils sont confiants, qu'ils se disent que le minimum qu'ils peuvent avoir, eux, ils peuvent gagner. C'est ça qui est leur détermination. Puisque, est-ce que vous avez entendu un leader appeler au report de l'élection? Non. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Oui, la date tous sont dans... est mis au prix après 3 ans. Donc, justement. Oui, mais si, peut-être qu'ils voient des conditions, que bon, les conditions sont exécrables, qu'il faut reporter. Ils peuvent également le dire. Mais dans ce cas d'espèce, c'est que bon, ils sont là, ils exigent qu'on améliore ce qu'ils revendiquent, mais tout en étant en ordre de bataille, puisqu'on a ouvert la campagne, donc ils sont actuellement en campagne. Et bon, on n'a pas encore vu Étienne Tshisekedi et l'autre Vital Kamerhe en jeu, mais le candidat du pouvoir et l'arrivée de Martin Fayulu également montre une dynamique de campagne qui est actuellement enclenchée. Alors, donc, dire que ailleurs, comme le Togo, il n'y a rien de tout ça là. Non, mais c'est important parce que il faut que les Togolais puissent comprendre qu'ailleurs, c'est plus grave que tout. Par exemple, vous voulez copier ce qui est grave. Au Sénégal, par exemple, l'opposition recuse le code électoral actuellement. Mais non seulement il recuse le code électoral, mais le président démocrate Macky Sall a envoyé ses adversaires lourds en prison. Mais malgré ça, l'opposition est en nombre de bataille pour aller aux élections. Ils ne recusent pas. Vous prenez... Il y a tellement de... Non, mais c'est que le cas togolais ton problème, c'est que tu veux prendre des choses qui sont graves ailleurs comme modèle au Togo. Non, moi je tombe de nu. Comment est-ce que tu peux quand même... C'est toi qui anime l'émission. Non, c'est toi qui anime l'émission. Non, il devient ennuyeux. Le monsieur est ennuyeux. Oui, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Je ne m'adresse même pas à toi. Le monsieur est ennuyeux. Je ne m'adresse même pas à toi. Bon, non, parce que tu fatigues tout le monde. Tu peux te lever. Non, tu fatigues. Je dis, tu peux te lever. Je suis en train de compter. Non, est-ce que tu peux le lever? Parce que j'ai l'impression que je veux pas se respecter. Mais un débat quand même un peu. Oui, justement, c'est parce que... Il faut faire un débat parce que la manière dont tu te comportes... Je ne prends pas de permission. Reste dans le sujet. Non, tu sors quand même du cadre. Il faudrait quand même qu'on puisse te raconter. Dominique, tu sors du cadre. On doit quand même te rappeler à l'ordre. Non, on doit quand même te rappeler à l'ordre. Non, on doit quand même te rappeler à l'ordre.